Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc désormais ce webinaire sur le projet AgroPAMS va démarrer. Effectivement, il nous souhaitait important au niveau de VG-Police Vallée de mettre en avant cette dynamique de laquelle nous sommes partenaires. C'est vrai que dans différents travaux, nous avons mis en avant l'intérêt de travailler au niveau interfilière sur certaines problématiques et tous les travaux liés à la mécanisation et aux enjeux de désherbage font partie de ces sujets qui ont tout intérêt à être travaillés de façon collective. Et avec ce projet AgroPAMS, on est vraiment dans la mutualisation des efforts justement entre plusieurs filières pour innover au bénéfice des producteurs, trouver des solutions et les transférer vers le terrain. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus désormais. Je vais laisser la parole à Camille Guérin, chef de ce projet, pour vous l'expliquer. Et puis sinon, pour la suite du webinaire, sera présentée donc les compétences qui sont présentes au sein de ce projet et la façon avec laquelle vous pourrez interagir dans le cadre de ce programme. Voilà Camille, la parole est à toi. Bonjour à tous et merci Emmeline pour ce mot d'introduction. Donc vous êtes tous inscrits aujourd'hui à ce webinaire autour du projet AgroPAMS. Donc c'est un projet tout récent que la plupart d'entre vous ne connaissent peut-être pas encore. Donc on va y revenir. Alors ce projet AgroPAMS, c'est un projet dont l'objectif est de pouvoir tester des agroéquipements innovants pour le désherbage des cultures de plantes à parfum aromatiques, médicinales et semences. Des équipements innovants qui permettent de réduire donc l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Et l'autre objectif de ce projet, c'est pas juste de tester pour tester, mais bien d'accompagner les équipementiers qui souhaitent nous rejoindre pour tester les équipements et ensuite pouvoir communiquer les informations de manière ciblée aux producteurs. Donc, on cherche vraiment à tester des solutions qui soient techniquement pertinentes pour les producteurs de ces cultures spécialisées et qui soient aussi économiquement pertinentes pour que les producteurs puissent accéder à ces solutions à très court terme pour trouver des réponses à leurs problématiques actuelles. Donc, c'est un projet qui se déroule dans la région Pays de Loire pour une durée de 3 ans. Donc, qui a débuté très récemment début septembre 2021 et qui devrait se poursuivre jusqu'en 2023. Donc ce projet, c'est un projet collaboratif qui regroupe l'AFNAMS, l'ITEPMAI pour l'AFNAMS pour les productions de semences, l'ITEPMAI pour les plantes aromatiques à parfum médicinal, MPIT pour la production de chanvre porte-graines, VG-Police Vallée qui nous encadre bien sûr et qui nous apporte son soutien et son rayonnement pour toutes les démarches autour de ce projet et donc avec le concours financier de la région Pays de Loire et de l'interprofession des semences SEMAE. Voilà pour une très brève introduction de ce projet. Alors, on va revenir un petit peu plus sur des éléments de contexte. Tout d'abord, en termes de contexte filière, pourquoi ce projet et surtout pourquoi regrouper les filières PAM et semences? Alors, ce qui nous a poussé à faire ce recoupement, c'est tout d'abord la caractéristique de ces filières qui sont toutes deux représentées par une très grande diversité d'espèces, puisque les PAM et les semences regroupent chacune environ 150 espèces, donc 150 cultures qui ont bien sûr leurs problématiques différentes, mais on peut faire aussi des regroupements entre certaines espèces qui sont somme toute mineures, mais qui regroupées apportent de la valeur. Certaines ont d'ailleurs une très forte valeur ajoutée parmi ces espèces, tout dépend lesquelles.
mais on peut vraiment faire des recoupements et même entre PAM, les cultures de PAM et de semences, on a vraiment des cultures qui ont des problématiques très similaires et qu'on pourrait recouper. Donc là, c'est déjà un premier point. Ensuite, on est aussi sur des filières qui se caractérisent par des productions qui sont souvent très spécialisées, donc des profils d'exploitation aussi qui sont variés. On peut avoir certaines exploitations qui vont être en majorité, par exemple, en grande culture et qui ensuite vont avoir une spécialisation sur quelques espèces de PAM ou de semences. Et on va avoir de l'autre côté d'autres exploitations, d'autres productions qui se font uniquement avec des PAM ou uniquement avec des cultures porte-graines. Donc ça, c'est vraiment un contexte qui amène des points communs entre ces deux filières. Et puis, bien sûr, comme toutes les filières, on est sur des cultures donc, très spécialisées qui reposent sur peu de spécialités herbicides. Et depuis un bon moment, on voit qu'il y a des travaux qui sont engagés pour diversifier ces leviers de désherbage, pour aussi essayer de répondre à la forte demande croissante d'augmentation de surface des productions en agriculture biologique, tout en essayant de répondre à des fortes exigences de désherbage. Il ne s'agit pas uniquement de gérer l'enherbement, puisqu'en production de semences, on va devoir répondre à des enjeux spécifiques, de pureté spécifique. Donc, ce qu'on entend par pureté spécifique, c'est bien d'avoir des lots de semences à la fin qui ne contiennent que l'espèce cultivée et pas d'espèces de graines d'espèces d'autres espèces ou de graines d'adventices. Et pour les PAM, ça va être une problématique qui est aussi très prégnante puisque c'est celle des contaminants naturels. Donc on va revenir un petit peu plus en détail sur ces enjeux des désherbages qui forcément, s'ils ne sont pas, s'ils ne restent sans solution, engendrent des surcoûts parce qu'il faut intervenir plus souvent sur les parcelles, voire manuellement. Donc en termes de main d'œuvre, ça grimpe très très vite. Donc, on est vraiment sur des filières avec des problématiques similaires et des producteurs qui sont en attente actuellement de solutions de désherbage. C'est pas juste de la prospection, mais on y est bien sur le besoin urgent de solutions. Alors j'ai mis aussi quelques chiffres clés pour vous rappeler un petit peu les chiffres de ces filières PAMS et semences. Donc les surfaces que vous voyez ici, le nombre de producteurs et puis le chiffre d'affaires de ces productions qui ne sont pas négligeables en France. Hein. Ce sont des productions qui sont très présentes à l'échelle française. Alors, les enjeux de désherbage, quels sont-ils et pourquoi ils sont si importants? Donc, on va découper cette diapositive en deux parties. Je vous fais un premier point sur les enjeux de pureté spécifique en semences. Donc, en semences, en production de semences, on est sur des cultures qui ont des cycles de production qui sont souvent très longs et on est aussi sur des densités de semis qui sont plus faibles. Donc, on voit au final qu'on a des cultures qui mettent un peu de temps à s'implanter, qui peuvent être peu concurrentielles si en plus on a des densités de semis faibles, qu'on travaille sur des grands écartements. Donc, on a des conditions qui sont assez propices à l'enherbement, notamment si dans le cycle un peu plus long, on considère qu'on passe tout l'hiver, etc., avant d'attendre l'année suivante pour que les cultures commencent leur montaison. Donc, c'est vraiment des cycles qui sont différents des cultures dites de consommation. Donc, ce sont des cultures qui sont produites habituellement comme par exemple les carottes. Les carottes, on récolte les racines. On n'attend pas généralement d'avoir la montée à graines. Ça, c'est l'exemple type. Et donc, sur ces productions avec des cycles très longs, on a aussi des exigences, comme je disais précédemment, de pureté spécifique qui vont être très fines, où on va avoir des seuils à respecter avec certaines graines d'adventices qui sont totalement proscrites dans les lots de semences pour éviter leur dissémination et aussi parce que certaines d'entre elles peuvent être complètement intriables dans les lots de semences, y compris au trieur optique. Donc, quand on n'a pas de solution pour trier, les lots récoltés,
Si on ne peut pas trier et s'ils ne respectent pas les qualités requises, ils vont être recalés et dans ce cas-là, on ne pourra pas les valoriser en production de semences. Euh, donc tout ça, ça fait que les producteurs, ils sont vraiment assidus pour pouvoir surveiller ce qui se passe. Et donc en cas de difficultés majeures, ils peuvent être amenés à désherber manuellement. Et de toute façon, ils vont surveiller tout le temps leur parcelle. Donc c'est des coûts très importants pour assurer la pureté des lots à la fin. Donc voilà pour le point un petit peu de contexte des herbages semences. Je vais passer la main quelques minutes également à Benjamin Lemaire pour nous parler un peu plus des contaminants naturels en palme. Oui, merci Camille, bonjour à tous. Oui, donc quelques mots sur la filière PAM. Donc on va retrouver évidemment un certain nombre de points communs avec la filière semences. Les cultures de PAM, donc plantes à parfum aromatique et médicinal, sont en situation d'usage mineur, donc avec peu de produits phyto-homologués, de moins en moins de produits homologués, une part importante de la production qui est en agriculture biologique. Du coup, les enjeux des herbages sont des enjeux particulièrement importants pour notre filière. J'ajouterais à ça que qualitativement, on est sur des exigences fortes en termes de qualité visuelle des produits récoltés. Donc les adventistes peuvent avoir un enjeu à ce niveau-là, sur les aspects visuels, les aspects gustatifs évidemment. On est sur de la plante potentiellement alimentaire ou olfactive, pour les plantes à parfum également, et normative, puisqu'on fournit également les marchés. Donc je parlais de l'essentiel, où des normes existent, mais également pour la pharmacopée. Donc il y a des normes assez strictes qui existent sur la qualité des produits et un certain nombre de problématiques peuvent venir des adventices. D'où le lien avec une problématique, on va dire nouvelle, ou en tout cas émergente depuis quelques années, que sont les contaminants naturels. On va retrouver ce qu'on appelle dans notre jargon les APAT, donc les alcaloïdes pyrrolizinidiques et alcaloïdes tropaniques, qui sont des contaminants issus de certaines familles botaniques d'adventices. On va retrouver notamment les sensons, les différents sensons, les boraginacées, notamment pour les alcaloïdes pyrrolizinidiques, et les datura en particulier pour les alcaloïdes tropaniques. Donc c'est une situation, c'est une problématique émergente. Ça fait 3-4 ans que des soucis sont arrivés avec ces adventices-là. Les normes sont récemment sorties officielles cette année. Et on arrive à des contraintes fortes sur certaines cultures où quelques plants de senson, par exemple, peuvent suffire à contaminer un lot de produits finis. Et quand je dis quelques plants, c'est, on va dire, une dizaine, une quinzaine de plants à l'hectare. Donc c'est une contrainte forte pour les producteurs. Malheureusement, aujourd'hui, la solution qui permet d'avoir une réussite à 100%, c'est le chimique, avec des herbicides spécifiques et particulièrement efficaces sur senson, notamment. Le binage, évidemment, ne permet pas d'atteindre ces taux-là. Et du coup, on a recours à la main-d'œuvre. Alors, c'est un recours qui est naturel à la main-d'œuvre, puisque, comme je disais, on a en usage mineur peu de produits, donc et des fortes demandes de qualité, donc on a l'habitude de désherber les parcelles à la main. Mais là, du coup, le temps à passer à l'hectare pour vraiment arriver à des désherbages à 100% pour ces adventices-là a fait exploser les compteurs. Et si une parcelle est malheureusement mal désherbée et récoltée, transformée, donc souvent elle est séchée par le producteur, donc il y a un coût. Le lot peut être refusé derrière par le metteur en marché ou par le transformateur pour ses préparations cosmétiques ou pharmaceutiques, par exemple. Et ça peut être du coup un coût très important pour le producteur. Du coup, c'est une pression forte pour trouver des solutions de désherbage. Et j'ajouterais, je ne l'ai pas dit tout au début, Camille parlait de 150 espèces, donc on a en plus quelques espèces en commun entre nos deux filières, mais une particularité, on va dire, de la filière PAM, c'est qu'on a tout type d'espèces botaniques. On a toutes les familles botaniques, enfin énormément de familles botaniques. On a de la plante annuelle de cycle court, de la plante annuelle de cycle long, on a de la plante bisannuelle, on a de la plante pluriannuelle, on a de la plante pérenne, plus ou moins arbustive. Donc on a vraiment un gros panel de plantes d'un point de vue botanique et du coup d'un point de vue agronomique également, avec des implantations qui peuvent être très très différentes.
avec du semis en plein au semoir à céréales ou de la plantation en rang pour plusieurs années. Donc voilà, je te rends la parole, Camille. Merci Benjamin pour ces précisions et effectivement, ce sont notamment la précision sur le fait que les cultures sont très diversifiées de par leur mode de production. C'est un point assez fort sur ce sujet-là. Je vais passer à la diapositive suivante. Donc une fois qu'on connaît un petit peu ces deux filières, qu'on connaît leurs problématiques de désherbage, pourquoi et comment est-ce qu'on en est arrivé à proposer ce projet, pourquoi ce projet et qu'est-ce qu'on en attend derrière. Tout d'abord, l'idée de ce projet, elle fait suite à une journée qui s'était déroulée en 2018, donc, où les partenaires s'étaient déjà rassemblés pour mettre en place une journée événement d'exposition et de démonstration de matériel de désherbage innovant, donc à destination vraiment des producteurs, que ce soit les producteurs de semences ou de PAM. Et au cours de cette journée, il y avait eu un peu plus de 600 visiteurs, donc on est essentiellement sur des acteurs techniques et des producteurs qui ont fait le déplacement. C'est plutôt pas mal pour un événement assez local. Je n'ai pas précisé ici le lieu sur la diapositive, mais cette journée, elle s'est déroulée en Maine-et-Loire, dans le 49, à Brain-sur-Lotion. Et donc de là, on a commencé déjà à avoir des échanges un petit peu avec les équipementiers, à voir aussi le potentiel que pouvaient amener ces nouveaux équipements pour répondre aux problématiques rencontrées par les filières. Et puis il y a surtout beaucoup de questions de producteurs qui ont vu aussi l'opportunité de ces équipements et qui nous ont demandé un petit peu de se pencher un peu plus là-dessus, de voir quels équipements pourraient répondre à quelle problématique, à quelle échéance aussi ces équipements pourront être accessibles pour des cultures spécialisées. Et est-ce qu'il y a vraiment un marché et des possibilités d'amener ces équipements en culture spécialisée? Donc ça donne déjà un premier élément pour se poser toutes ces questions-là. C'est ce qui nous a amené à conduire une étude en 2019 qui était le projet AgroPass. Donc dans cette étude, ce projet d'étude, l'objectif, c'était d'étudier la faisabilité du montage d'une plateforme pour organiser des tests et des démonstrations d'équipements innovants en filière de PAM, semences et voir d'autres cultures spécialisées qui pourraient rencontrer des problématiques similaires. Donc pour ce projet-là, on a notamment eu deux axes qui ont consisté à réaliser des enquêtes auprès de quelques équipementiers. Voilà, on ne peut pas non plus interroger tout le monde, mais on avait à peu près, je crois que c'était une trentaine d'équipementiers interrogés. Et puis on a aussi mené en parallèle des enquêtes auprès des producteurs des filières de PAM et puis de semences, avec deux buts un petit peu différents à chaque fois. Des enquêtes auprès des équipementiers pour voir un petit peu s'ils ont des attentes, s'ils connaissent ces filières aussi, est-ce qu'elles sont connues, quels sont les freins qu'ils rencontrent pour pouvoir atteindre ces filières, est-ce que c'est une volonté d'y venir et de quels éléments ils auraient besoin pour pouvoir être accompagnés et puis développer leurs équipements sur ces cultures spécialisées. Ça, c'était un point quand même qui était important. Ça nous a permis de mieux comprendre leurs attentes, que ce soit en termes d'attentes sur des ressources documentaires, que ce soit en termes d'apport d'expertise, ou de quels éléments ils auraient besoin pour être accompagnés sur des phases de tests d'équipement. Dans quel contexte aussi ils envisageaient ces tests d'équipement, ou est-ce qu'ils se projetaient plus sur des démos, etc. Et donc ça c'était un premier point. Et les enquêtes auprès des producteurs, là l'objectif c'était aussi de voir côté producteur, est-ce que c'est plus un aspect de veille sur lequel ils se positionnent, ou est-ce qu'ils envisagent réellement
ces équipements innovants comme des solutions et comme des équipements dans lesquels ils pourraient investir dans les années à venir, à court terme, donc plutôt à viser de 5 ans. On leur a demandé également, avec une vision plutôt à moyen terme, d'ici 10 ans, est-ce qu'ils envisageaient d'investir dans ce type d'équipement sur leurs exploitations et vraiment comment ils se projetaient par rapport à ces équipements, est-ce que c'est un besoin, est-ce que c'est pas un besoin, etc. Ce qui nous a permis aussi de mieux comprendre ces attentes et de vérifier qu'il y avait vraiment une cohésion à créer sur ces aspects-là. Donc, bien sûr, le fait qu'il y ait cette journée événement et ce projet d'études, ça nous a aussi permis de maintenir les contacts, notamment avec les producteurs pour suivre l'évolution de leurs besoins. Et c'est en partant de toutes ces discussions, de tous ces événements, qu'on en est arrivé à définir un projet adapté, qui est le projet AgroPAMS, donc proposé à partir de cette année, pour pouvoir tester des équipements en station expérimentale. Donc, on n'est pas non plus sur le montage d'une structure spécifique, hein, c'est vraiment à partir des filières existantes, des équipes présentes sur les sites d'expérimentation, des différents partenaires techniques, comment recevoir les équipementiers qu'ils souhaitent pour tester ensemble des équipements et puis comment communiquer et transférer ces équipements vers les producteurs à échéance de 3 ans. Un autre point qui est somme toute pratique, c'est la localisation des partenaires. Donc le projet, on l'a dit, il est centré pour des raisons historiques en région Pays de Loire. C'est des filières qui sont très présentes dans cette région et les partenaires sont plus particulièrement présents en Maine-et-Loire avec différents sites que l'on retrouve affichés ici sur la carte. Pourquoi ces sites sont ici en Maine-et-Loire? C'est aussi parce qu'il y a des bassins de production de semences qui sont très présents, donc avec des potagères, les fourragères aussi. Donc il y en a aussi en Vendée par exemple des fourragères. On a pas mal de production de maïs et d'oléagineux également. La production de chanvre porte-graines, quant à elle, elle est localisée donc tout autour de la zone là où on voit les locaux d'Emkit. C'est vraiment la production nationale qui est assez concentrée dans cette zone en Maine-et-Loire, donc un réseau de producteurs aussi très dense et très dynamique, on y reviendra tout à l'heure. Et pour les PAM également, les cultures de PAM sont très présentes dans la région avec plus de 50% de la production de plantes médicinales qui se font en Pays de Loire. Donc c'est vraiment une raison assez stratégique. Maintenant que vous avez tous ces éléments de contexte, concrètement, quels sont les objectifs de ce projet et comment ils se déclinent, les objectifs de ce projet? Donc, on l'a dit, le premier objectif, c'est d'identifier les solutions d'équipement qui peuvent répondre aux filières PAM et semences. Donc, identifier les solutions, ça consiste aussi pour nous en tant que filière à être capable de présenter ces filières, leurs enjeux, les regroupements de cultures qui peuvent se faire, apporter des connaissances agronomiques, des données chiffrées et de l'expertise auprès des équipementiers qui nous sollicitent. Cela veut dire aussi être en mesure de discuter, d'échanger avec les équipementiers pour identifier quel matériel pourrait convenir dans quelle situation. Alors, il y a un écho, pardon. C'est bon, l'écho semble s'être arrêté, merci. Et donc, toujours dans l'idée d'identifier ces matériels, une fois qu'on a ces discussions et ces échanges enclenchés avec les équipementiers, cela permet aussi de pouvoir proposer des cultures modèles qui sont adaptées pour envisager des phases de test si les équipementiers sont prêts à nous suivre, bien sûr. Après cette phase de test, on parle vraiment de tester des matériels. Il ne s'agit pas de faire une démonstration toute jolie et puis de laisser tomber le sujet, mais c'est vraiment de pouvoir établir un protocole qui convienne aux attentes définies
donc de tester ces équipements en réalisant des notations dans un cadre expérimental pour vérifier qu'on atteint bien les objectifs fixés, essayer d'observer ce qui se passe bien, les freins, s'il y a des réglages à ajuster, quels sont-ils et comment est-ce qu'on arrive à des conditions de réussite pour l'utilisation de ces équipements en culture porte-graines et PAM. Donc c'est vraiment un accompagnement par les équipes techniques partenaires qui est apporté en plus de la mise à disposition de parcelles. Et donc, lorsqu'on a identifié un équipement qui correspond, le troisième objectif que l'on s'est fixé dans ce cadre, qui est somme toute assez libre, c'est de pouvoir communiquer sur ces solutions identifiées. Donc, uniquement les équipements où on a une réponse qui peut être apportée. Là, on peut diffuser de l'information sur ces sujets. Donc ça peut être en organisant des journées de démonstration à destination des réseaux de producteurs, donc en relayant l'information dans les réseaux techniques, en relayant l'information grâce à VG Police qui est un acteur majeur sur la communication dans ces filières végétales. Et puis en relayant aussi les informations techniques utiles, les détails, comment est-ce qu'on utilise ces équipements, comment est-ce dans quelles conditions est-ce qu'ils conviennent, et puis comment comment les utiliser, où les trouver, etc. Donc ça peut être via ces journées de démonstration le relais d'informations sur les différents réseaux, et on envisage aussi de pouvoir diffuser encore plus largement les solutions identifiées en organisant en fin de projet une seconde journée d'exposition et de démonstration de matériel. Donc ça, c'était les objectifs. Maintenant, concrètement, une collaboration, comment ça se met en place? Donc on l'a dit, c'est un cadre assez ouvert, pouvoir proposer des collaborations sur mesure. Ça veut dire, une fois qu'on a pré-identifié un équipement, pouvoir établir une première prise de contact et maintenir, si nécessaire, ces contacts pour pouvoir échanger sur quelles actions, dans quel but, quelle période de disponibilité, quelles conditions d'intervention, est-ce qu'il faut retarder, est-ce que ça peut être avancé, quelles sont les surfaces nécessaires, est-ce qu'il y a des zones à cibler, etc. Avant de pouvoir vraiment réaliser ces tests de matériel, une fois que les protocoles est défini vraiment en fonction des échanges avec le constructeur, des attentes qu'il attend aussi derrière cela, en plus des attentes filières producteurs, pour pouvoir réaliser les tests dans les conditions qui sont adaptées à la demande. Donc s'adapter pour réaliser les tests, ça veut aussi dire qu'on envisage de pouvoir proposer des parcelles qui correspondent à des tailles adaptées. Il n'y a pas de standard. Et puis, s'il y a besoin de décaler des SMIC dans la mesure du possible, cela c'est aussi envisageable pour pouvoir regrouper aussi plusieurs cultures, par exemple, quitte à faire un test, autant à obtenir des références sur plusieurs cultures ou plusieurs conditions d'utilisation, tout en tenant compte des exigences et puis des conditions dans lesquelles vont pouvoir passer les équipements. Ça peut être tenir compte des exigences de sol, le salissement, tout en veillant à ce que ça puisse correspondre aussi à des situations d'utilisation des producteurs. On est vraiment sur la recherche de solutions qui sont directement transférables sur le terrain. Donc, et bien sûr, il y a des notations qui peuvent être réalisées. Donc, si c'est par rapport au désherbage, la majorité, ça va être des notations adventistes. Donc, avant le passage, par exemple, d'un équipement et après le passage de cet équipement, le tout pour pouvoir arriver ensuite à réaliser une véritable synthèse, des tests et des essais, pour pouvoir faire un retour sur les freins rencontrés auprès des équipementiers et puis les facteurs de réussite pour bien définir les conditions d'utilisation de ces équipements en PAM et en semences. Donc pour chaque collaboration, si après cela l'équipementier en question est toujours OK pour pouvoir déployer son équipement en PAM et en semences,
cette information peut être communiquée directement auprès des producteurs. Pareil, donc les modalités elles sont à définir avec l'équipementier. Est-ce qu'on organise une démonstration à destination de producteurs concernés? Est-ce qu'il s'agit plutôt de communiquer sous forme d'un petit article à relayer? Est-ce qu'il faut d'autres moyens de communication? Est-ce qu'il y a des messages clés à faire passer en particulier? Et puis également relayer les informations en images ou faire passer les informations entre producteurs, entre producteurs et puis constructeurs. Répondre aux questions aussi des producteurs et savoir les mettre en contact avec, telle ou telle solution d'équipement lorsqu'il y a des questions et c'est vraiment un sujet très prégnant. Donc voilà pour les objectifs en termes de culture que l'on peut proposer en test. Le cadre reste aussi assez ouvert. On a travaillé sur les points communs qui peuvent se présenter entre les différentes cultures et donc ça peut être des cultures proposées sur demande, bien sûr toujours dans un cadre de mise à disposition des équipes et puis des parcelles disponibles. Ça peut être organisé des semis ou des plantations sur demande pour la venue d'un équipement. Et on va vous présenter donc quelques exemples de cultures qui peuvent être, qui présentent des vrais besoins de recherche de solutions et donc sur lesquels les producteurs là sont en attente directe de solutions dès que possible et puis qui ont du sens parce qu'on peut les regrouper avec d'autres problématiques et pouvoir vraiment travailler cela en cohésion. Je vais passer la parole pour le premier exemple de culture, il y en a quelques-unes, à Benjamin Lemaire pour la menthe. Oui, merci Camille. Du coup, oui, juste quelques mots pour vous présenter. Là, j'ai 2 slides pour vous présenter deux cultures de PAM, alors plutôt aromatiques d'ailleurs. Et comme je le disais tout à l'heure, on a des plantes avec des implantations, des botaniques assez différentes, on va dire, agronomiquement assez différentes. Par exemple, la menthe. Donc là, on est sur une culture pluriannuelle qu'on va implanter pour, selon bon an, mal an, 5-8 ans. Sachant que la durée de vie est souvent limitée justement par l'enherbement. C'est une culture qu'on va récolter 2 à 4 fois par an. Alors 2 à 4 fois, c'est pour des raisons géographiques ou pour aussi des questions d'espèces. Là, sous le terme menthe, on peut trouver aussi bien la menthe douce que la menthe poivrée. Donc elles ont un peu des comportements un peu différents et surtout selon les régions. Donc on va dire de 2 à 4 récoltes par an. L'implantation se fait par rhizome ou jeune pousse racinée. Là, pareil, on peut avoir selon les producteurs, selon les techniques et les possibilités des herbages chimiques, en particulier des techniques d'implantation très différentes. Jeune pousse racinée, c'est juste donc un bout de tige avec quelques feuilles et un bout de rhizome. Donc là, qu'on va implanter en rang sur des planches. La plantation de rhizome peut se faire de la même manière, mais traditionnellement, on va dire, c'était un peu plus barbare, excusez-moi du terme, c'est-à-dire qu'on les épandait à l'épandeur à fumier dans les parcelles et on les enterrait juste par un coup de disque et on les roulait et derrière on avait la menthe qui poussait un peu partout dans les parcelles, donc ça marchait très très bien tant qu'on pouvait désherber chimiquement. Sans chimie, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué et du coup aujourd'hui ça se fait principalement par jeune pousse racinée. Alors, parfois par mini-mode que les producteurs achètent, mais souvent quand ils ont des parcelles en place, ils font eux-mêmes leur jeune pousse racinée. Alors, la menthe, je pense que beaucoup en ont dans leur jardin. On a déjà eu l'occasion de voir comment ça se comportait en culture, c'est-à-dire on va l'implanter la première année. Donc la première année, c'est donc tout à fait binable, assez près du rang, comme toutes cultures implantées, mais rapidement, elle va coloniser toute la parcelle par ses rhizomes. Et donc dès la deuxième année, le rang de menthe va commencer à remplir sa planche, voire très rapidement remplir toute la parcelle. Il n'y a plus du tout de rang visible, ce qui complique évidemment le désherbage mécanique.
Alors on avait il y a quelques années des solutions chimiques assez efficaces sur menthe, qui aujourd'hui ont disparu ou vont disparaître, rendant un peu compliqué cette culture. La problématique qu'on va avoir, c'est notamment en sortie d'hiver. Le temps que la menthe réémerge, ben, la parcelle a largement le temps de se salir. Donc là, on a une problématique à ce moment-là, mais également après coupe. Quand on est sur des cycles courts de production, je veux dire, en menthe douce dans le sud-est par exemple, on peut avoir une coupe toutes les 5-6 semaines. Du coup, avec une menthe qui va monter à une trentaine de centimètres de haut dans ce délai-là, en partant de zéro. Du coup, c'est important après la récolte et avant que la menthe redémarre de pouvoir repartir propre, parce que les adventices ont tendance à rapidement se réimplanter. Alors même si elles ne font pas concurrence directement à la menthe, évidemment, la menthe est quand même extrêmement vigoureuse, ça peut être très problématique d'un point de vue qualité derrière à la récolte. Donc on a souvent des difficultés, et on va avoir de plus en plus de difficultés à maintenir des parcelles de menthe propres. Et une autre problématique qu'on a, mais là c'est plus du coup sur la durée de vie de la culture, c'est l'arrivée d'adventices, on va dire pérennes, on va trouver des liserons, des chardons, par exemple, ou des prêles même des fois, qui peut être assez problématique et assez compliqué à maîtriser dans ce type de culture pérenne. Et du coup, on a un recours à la main-d'œuvre qui est toujours très important sur ce type de culture. Alors la menthe, on l'avait choisi parce qu'on s'est dit qu'on pouvait faire un pont avec la luzerne, par exemple, en production de semences. On pouvait avoir des problématiques assez similaires. La deuxième slide, du coup, concernait, Camille, ouais, merci, concernait la production de persil. Alors là, on va changer de style de culture, on va changer de famille botanique. On était sur une labier avec la menthe, on arrive sur une apiacée avec le persil, donc là je parle du persil en aromatique, en alimentaire, qui est une culture semée de cycle assez court, puisqu'on va l'implanter en sortie d'hiver, début de printemps, et qu'on va récolter, on va dire au bout de 4 à 6 fois sur l'année, avec des délais entre chaque coupe de 3 semaines à peu près. Des implantations un peu plus denses, donc cette semée au printemps, cette semée de 15 à 25 cm, alors c'est une fourchette assez large de largeur d'implantation qui est souvent liée au matériel dont dispose le producteur. Quand on était bien pourvu en produits désherbage, on implantait en plein semoir à céréales, et ça marchait très très bien. Là, depuis quelques années, on est obligé de changer un peu nos habitudes et d'élargir pour pouvoir biner, même s'il y a des intervalos assez courts, assez peu larges plutôt, c'est assez difficile d'avoir une qualité de désherbage suffisante. Et on a également une problématique qu'on retrouve sur beaucoup d'apiacées, qui est un temps de levée assez long. Alors surtout que là, nous l'implantons en sortie d'hiver, donc les sols sont pas très réchauffés, et on peut avoir des délais très longs de levée. Là, je marque de 15 à 30 jours, c'est surtout lié à la période d'implantation du coup, et quand on la plante en février, on peut avoir facilement 3 semaines, parfois 4 semaines avant que le persil fasse la ligne. Et du coup, c'est une période propice aux adventices pour coloniser les parcelles. On a souvent une problématique également à ce moment-là. Et après, on n'a que 3 semaines entre deux coupes, ce qui oblige à souvent un petit passage manuel, parce que chimiquement, on n'a plus le temps de passer. Mécaniquement, ça peut être compliqué. Alors la recéterie peut parfois faire du bon boulot. Et donc parfois recours pareil, au désherbage manuel, pardon, le moins possible, parce que le persil est on va dire, une grande culture de l'aromatique, donc c'est pas le produit le plus cher au kilo, et du coup les producteurs rechignent évidemment à mettre de la main d'œuvre sur ce type de culture-là. D'autant que le prix et les contrats sont faits sur on va dire, les possibilités de désherbage qu'on avait il y a quelques années, et du coup c'est compliqué quand il y a des solutions de désherbage de faire évoluer les pratiques de prix des acheteurs. Et du coup, comme je disais, c'est une culture qui est commune à nos deux filières, PAM et semences, avec des itinéraires de culture qui sont complètement différents en production de semences, puisque le persil est une plante bisannuelle. Donc pour avoir de la production de semences, il faut attendre la deuxième année. Et du coup, là, dans la pratique, on est sur des écartements beaucoup plus grands, de 60-70 cm entre rangs, et des nouvelles habitudes de semis sous couvert.
notamment sous couvert de tournesol. Donc le tournesol est implanté en premier, le persil par la suite. Et quand du coup le tournesol est récolté, le persil peut prendre la place et du coup faire son cycle de bisannuel pour une récolte en seconde année. Et voilà pour cette culture. Camille. Merci Benjamin, c'est un très bon point. On va faire la transition tout de suite avec Serge pour la culture de carottes porte-graines. Donc on reste sur le domaine des apiacées. Là aussi on peut toujours faire des ponts également avec les PAM. Le temps défile vite, donc pareil en 3 minutes, Serge, si c'est possible de nous faire un point sur cette culture. Merci. Alors, pouvez-vous activer votre micro parce que là, on ne vous entend pas. Oui, excusez-moi. Voilà. Oui, bonjour. Donc voilà, pour la carotte, on est dans le cadre d'une apiacée également. La différence avec le persil, c'est que elle n'est jamais semée sous couvert, ou à part des tentatives, mais c'est une culture bisannuelle qui donc se sème en août et se récolte en août, 12 à 13 mois de culture. Ce qui la caractérise, c'est que c'est une implantation lente. Au départ, on a une jeune plantule, donc on est dans le cadre de semis de fin d'été. Les faux semis ne sont pas toujours efficaces, ou pour des problèmes de dispo en eau, et toutes les adventices d'automne ne sont pas forcément levées. Donc on a une problématique de salissement au stade jeune qui est importante, et la culture ne couvre que très peu. Elle a un développement assez lent pendant l'automne, et donc généralement sont utilisés des herbicides de près, de poste, mais la gamme des produits est restreinte. Ensuite, la culture est souvent binée à la reprise de végétation quand sortie hiver. Ensuite, on a un début montaison, et rapidement la culture couvre et on ne peut plus intervenir. En période de floraison, la culture est assez développée, c'est des cultures assez hautes. Voilà. En termes de type, donc on a des populations et des types hybrides. On a donc ces problèmes d'enherbement qui sont importants, comme on l'a en consommation au stade jeune. Voilà. Après, la culture voilà, a des potentiels de 300 à 500 kg en moyenne, selon les types. Il y a des gros enjeux de qualité germinative liés à des pressions de ravageurs. Il y a en finale, on a des lots qui peuvent être, selon leur salissement, triés, mais selon les adventices, on peut avoir des difficultés de triage et des fortes pertes au niveau du triage. Par exemple, des helminties, des anthémies, tout ça sont difficiles à trier et puis génèrent de la perte. Voilà, donc c'est tout l'enjeu de la bonne maîtrise de cette culture, qui passe par des interventions à l'automne qui sont importantes et en relais du binage. Donc sur cette culture, voilà, on est très attentif à toutes les innovations qui permettraient de travailler non seulement sur l'interrang, mais aussi sur le rang. Merci Voilà. Serge pour ce point qui résume très bien les enjeux sur la carotte porte-graines. Donc on retrouve aussi cet aspect d'important de désherbage entre les rangs, mais aussi sur le rang. On a vraiment besoin de pas avoir d'adventices sur le rang pour ces productions de PAM et de semences. On va continuer avec le chanvre porte-graines. Donc je passe la parole à Nicolas. Merci Camille. Donc bonjour à tous. Donc je suis responsable du service agricole au sein de la coopérative MPIT. Donc on est spécialisé dans la production de semences de chanvre. Donc pour la coopérative et les producteurs adhérents, le projet AgroPAMS répond pleinement aux enjeux actuels.
Donc, pour expliquer un peu nos attentes, sur ce diaporama, vous avez la représentation d'un itinéraire technique type pour la production de semences de chanvre. Donc, pour expliquer clairement un peu la situation, on est sur un semis en ligne type maïs avec des densités de l'ordre de 80 000 pieds hectares. La production de semences est régie par un règlement technique qui est assez drastique pour nous. Donc, ça induit des grosses difficultés de production et un savoir-faire des producteurs multiplicateurs importants. Ces producteurs multiplicateurs sont en demande d'une modernisation un petit peu de ce schéma de production, avec une attente vis-à-vis des impasses phyto qu'on peut rencontrer actuellement, et surtout également du contexte actuel avec le recrutement de main-d'œuvre spécialisée qui reste très difficile à trouver sur le marché actuellement. Donc, on a une vraie réflexion aussi en interne chez nous pour sécuriser la qualité de production et respecter toutes les contraintes qui sont en lien avec la production de semences de chanvre. Merci Nicolas pour cette présentation. Alors le chanvre en plus c'est un réseau de producteurs qui sont très dynamiques et dans le même point avec des problématiques spécifiques. Donc c'est pour communiquer aussi sur cette problématique et échanger les techniques et les méthodes. C'est vrai que c'est l'idéal de pouvoir, si on a une solution identifiée, en tout cas, elle sera très très vite communiquée au sein du réseau. Voilà, on reste sur des problématiques assez prégnantes également. Comme le temps défile, on va essayer de refaire un point très rapide sur le parcours type d'un équipement. Comment est-ce que ça se passe et en 2-3 minutes pour ensuite garder un petit peu de temps sur les questions. Donc le parcours d'un équipement, comment ça se passe? Donc on vous présente un exemple type qui est celui du robot Farm Droid de Stecomat, distribué par Stecomat en France. Donc pourquoi cet exemple? Comme on vous le disait, les essais dans le cadre du projet ont démarré en septembre. Pour les tout premiers, la plupart sont programmés sur 2022. On a beaucoup de projets à venir sur 2022. Mais donc sur 2021, c'est le tout premier équipement qu'on a eu en test, qu'on a pu pousser jusqu'à une démo. Voilà. Donc, comme on a pu pousser jusqu'à une phase de communication cet équipement, on peut vous le présenter aussi aujourd'hui. Donc la collaboration type, le Farm Droid, qu'est-ce que c'est? C'est un robot autonome de semis et de binage qui permet d'intervenir entre les rangs et sur le rang. Donc pour cet équipement, le parcours type, il y a eu d'abord la phase d'identification de cet équipement, on a eu des informations qui sont remontées de par les réseaux partenaires et aussi de nombreuses questions qui sont remontées par les producteurs et notamment les producteurs très impliqués dans les réseaux techniques, qui nous posaient des questions sur les références disponibles sur cet équipement, les premiers retours, est-ce qu'on en avait entendu parler, est-ce qu'on l'avait travaillé, et puis est-ce qu'ils pouvaient envisager d'avoir ce type d'équipement sur leurs exploitations, à quel coût, est-ce que en termes de coût de passage ça correspondait, etc. Donc on a pu établir une première prise de contact sur un salon agricole pour pouvoir créer le lien vraiment entre l'entreprise et puis des référents techniques, des structures partenaires pour en discuter, approfondir les échanges par téléphone et réaliser une proposition d'espèces à travailler qui puisse correspondre à la gamme qu'ils envisagent, et puis aussi élargir le champ de ce qu'ils avaient pu travailler jusqu'à présent. Donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté sur les problématiques apiacées, donc carottes, persil, avec le persil qui recoupe les filières PAM semences,
Et puis également le bleuet en PAM. On est sur des espèces à petites graines ici, avec pour les apiacées une levée assez lente et pour le bleuet une levée plus rapide de la culture. Et on les a travaillés à peu près sur les mêmes types de réglages. Donc les tests de matériel, on est parti d'un début septembre pour pouvoir ensuite réaliser différentes phases de binage, sachant que le robot est conçu pour biner tout seul, pour intervenir seul sur sa parcelle en binant tous les 4 à 5 jours. Dans le cadre expérimental et pour l'accompagnement avec Stecomat, on a essayé de cibler des dates clés de binage et de surveiller l'enherbement de la parcelle. Donc on était sur des types de sols assez fins quand même, et puis avec des conditions de salissement qui sont révélées assez importantes de base. Donc vraiment sur des parcelles qui n'est pas juste déjà propres avant de commencer les tests, mais bien sur des parcelles qui pouvaient répondre à des conditions que rencontreraient des agriculteurs. Et donc sur les apiacées, on était parti sur un premier réglage très serré et donc qui nous redemande encore un petit peu de travail pour les derniers ajustements. Donc on a des résultats qui peuvent être bons, mais fin septembre, on en était à l'étape où les résultats étaient plus aboutis sur bleuet. Donc, c'est pour ça qu'on va se concentrer aujourd'hui sur le bleuet comme présentation. Donc, il y a eu plusieurs binages. La levée du bleuet, c'était autour du 7 septembre de mémoire. Et puis, on a eu plusieurs binages le 13 septembre et le 22, juste avant de réaliser une démonstration, avec à chaque fois du binage entre rangs et sur le rang. Donc on voit qu'on a pu constater, en tout cas pour notre parc, entre rangs, entre les rangs, le binage se faisait très bien, et entre plans, le binage se faisait avec une grande précision. C'est-à-dire qu'il y a des petits couteaux, comme on le voit un petit peu comme on le verra juste après sur la prochaine diapo, qui passe vraiment entre les plans et qui frôle ces plans. Donc on a eu rapidement une diminution des adventices présentes sur la parcelle et de très bons résultats. Donc c'est des notations qu'on peut vous présenter, résumées sur ce graphe, avec une notation sur kénopode, les autres dicotylédones, et on a séparé les notations sur graminées. Donc sur ce parcours d'équipement type, on en est arrivé à bien définir les conditions d'utilisation de l'équipement, là où on a buté pour pouvoir arriver justement à tirer le potentiel et puis bien définir l'utilisation et mettre en avant les bons réglages pour communiquer l'information à destination des différents réseaux et montrer que oui, ce type d'équipement, il était tout à fait déployable sur de nouveaux types de cultures, dès lors que l'on maîtrise un petit peu l'environnement de travail dans lequel il intervient. Donc, il y a pour la démonstration qui s'est organisée, l'information a pu être relayée via les différents partenaires que sont VG Police, que sont l'ITEPMAI, MPITS et la FNAMS. Et on a eu 50 participants sur une démonstration qui s'est organisée en seulement quelques jours. Donc c'est plutôt très positif, avec à la fois des producteurs, mais aussi des entreprises de PAM, de semences, également quelques autres filières. Donc ça a pu apporter de l'information, permettre à tous de visualiser un petit peu cet équipement, ce qu'il était capable de faire, échanger avec l'entreprise aussi. Donc l'entreprise Stecomat qui se lance sur la distribution de ce robot dès cette année. Puis de répondre aux questions factuelles qui étaient posées. Donc, vous voyez que les questions étaient très axées vraiment sur l'intérêt de l'équipement, mais aussi sur le prix d'ores et déjà, comment l'utiliser,
la maintenance, etc. On a eu pas mal de retours en plus du jour de cette démo pour tous ceux qui n'ont pas pu participer sur les résultats, qu'est-ce que ça a donné, quelles sont les conditions d'utilisation, est-ce que vous prévoyez d'autres démos, est-ce qu'il y a des suites envisagées. Donc, un retour très positif, ça veut dire que dans les réseaux, les acteurs se projettent vraiment sur l'utilisation de cet équipement. Et puis, on a eu aussi des relais d'information dans la presse avec 2 articles délivrés par Enjeu Agricole, Culture Légumière. Donc vraiment, c'est pas juste une démonstration pour faire joli, on voit que les gens s'y intéressent et que ça permet de faire une bonne promotion et de créer le lien avec les équipementiers là pour pouvoir déployer plus pleinement encore cette solution. Donc voilà, comme je vous le disais, d'autres projets à venir en 2022. Donc on vous invite à suivre ce projet très attentivement. Ici, vous retrouverez un petit peu les informations pour pouvoir suivre ce projet tout au long d'ici la fin de l'année 2021, aussi en 2022 où, comme on vous l'a dit, il y a plus de tests encore d'équipements à venir, et puis jusqu'en 2023. Les actions vont se poursuivre et on essaiera de vous communiquer à chaque fois qu'il y a des équipements identifiés qui répondent à certaines problématiques. Il doit rester un tout petit peu de temps. S'il y a des questions. Voilà, donc merci Camille, merci à tous les intervenants pour ces explications et toutes ces précisions. Tout au long de la présentation, il n'y a pas de questions qui ont été générées dans le chat. Effectivement, des précisions indiquant que le tout était très clair avec des remerciements. Donc, on peut s'arrêter un petit peu pour prendre quelques questions si les autres participants en ont. Le temps que certaines viennent, je vais peut-être en poser une. Donc, on a bien vu l'exemple avec FarmDroid du déploiement de la démarche proposée par AgroPAMS. Donc, clairement, un suivi, une expertise mise à disposition du cadrage en fait, des expérimentations à réaliser et un appui dans le suivi de ces expés. Concrètement, pour un agroéquipementier qui souhaiterait rentrer dans le dispositif, qu'est-ce qu'il doit fournir? C'est du matériel, du temps. Voilà, est-ce que voilà, vous-même vous chargez du suivi des expés, de l'implantation, enfin du cadre propice pour permettre le test dans des bonnes conditions, en fait, des objectifs à valider. Est-ce que vous pourriez un petit peu préciser ça? Merci Emeline, c'est une très bonne question. L'idée, c'était vraiment pour notre part de rendre aussi attractif ce projet et puis les opportunités à mettre en place. Donc le cadre est volontairement assez ouvert, comme on le disait précédemment. Donc en termes de contact on reste disponible pour une première prise de contact et après pouvoir échanger sur comment mettre en place des actions ou non. Les éléments à fournir, c'est principalement de pouvoir établir un véritable échange assez ouvert sur un équipement et des conditions d'utilisation. Ça peut être les éléments, les réglages possibles. Est-ce qu'il y a des adaptations simples à faire? C'est aussi également en termes de chiffres, ça peut être ce point-là. L'idée étant de pouvoir vraiment échanger ouvertement, et ça en garde confidentiel pour nous bien sûr, mais vraiment de pouvoir échanger sur comment chaque équipementier voit la position de son équipement et comment nous, est-ce qu'on peut arriver à trouver ou pas d'autres possibilités d'utilisation.
Donc, il n'y a pas de, en termes de collaboration, on met vraiment à disposition, nous, nos équipes, et puis des parcelles nécessaires pour pouvoir réaliser des interventions. Et donc, si les équipementiers sont prêts à nous suivre au-delà de ces échanges, on les accueille volontiers, donc avec leur équipement clé en main à tester, et puis on voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que ça répond à la question. Oui, en tout cas, c'est une réelle collaboration, un réel échange pour adapter les solutions finalement aux besoins des producteurs de ces filières. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je vous propose d'arrêter l'enregistrement à ce stade. Merci à tous.